Lucas Ferreira n'avait jamais aimé les grandes villes. Il les avait supportées, endurées, traversées comme on traverse un désert, les yeux fermés, la tête baissée, en pensant toujours à autre chose. Pendant 8 ans, il avait vécu dans des appartements minuscules, mangé des sandwichs froids devant des écrans d'ordinateur, dormi 4 heures par nuit sur des matelas trop durs, tout ça pour une seule raison: revenir un jour et changer la vie de ses parents. Il avait grandi dans une petite ville du sud de la France, Saint-Brieuc-les-Champs, un endroit que personne ne connaissait sur les cartes et que tout le monde oubliait après l'avoir traversé. Les maisons étaient basses, les rues étaient étroites, et les gens y vivaient lentement, comme si le temps lui-même avait décidé de se reposer dans ce coin du monde. Son père, Henri Ferreira, avait travaillé toute sa vie comme menuisier. Ses mains étaient larges, calleuses, marquées par des années de bois et de colle et de clous. Sa mère, Suzanne, faisait des ménages chez les familles du voisinage. Elle rentrait toujours fatiguée, les genoux douloureux, mais elle rentrait toujours avec un sourire, parce que c'était sa façon à elle de ne jamais se plaindre. Lucas avait quitté cette ville à 22 ans avec un sac à dos, 200 € en poche, et une idée fixe en tête. Il voulait travailler dans le numérique. Il ne savait pas encore exactement comment, mais il savait qu'il était bon avec les chiffres, bon avec les mots, et que quelque part dans ce monde il y avait une place pour quelqu'un comme lui. Il avait raison. 8 ans plus tard, après des nuits sans sommeil, après des refus, après des périodes où il mangeait des pâtes sans sauce parce qu'il ne pouvait pas se permettre autre chose, Lucas avait construit quelque chose. Une petite entreprise de conseil en stratégie digitale qui avait grandi doucement, puis rapidement, puis très rapidement. Et 3 semaines avant ce jour, il avait signé un contrat avec un groupe international, un contrat à 7 chiffres. Il avait pleuré seul dans son bureau ce soir-là. Pas de joie exactement, plutôt de soulagement. Parce que sa première pensée n'avait pas été pour lui. Elle avait été pour son père, qui se levait encore chaque matin, avec le dos courbé. Pour sa mère qui portait des seaux d'eau dans les maisons des autres. Pour eux deux qui n'avaient jamais rien demandé et qui méritaient tout. Lucas n'avait pas appelé. Il voulait surprendre. Il voulait voir leur visage. Il avait pris la route très tôt au lever du soleil, avec sa voiture chargée de cadeaux qu'il avait soigneusement choisis. Un manteau chaud pour son père, une belle montre, des billets pour un voyage en Italie que ses parents avaient toujours voulu faire et n'avaient jamais pu se permettre. Et dans sa poche, une enveloppe avec assez d'argent pour rembourser toutes les dettes, pour rénover la maison, pour que jamais plus il n'ait à compter le moindre centime. Il conduisait avec la fenêtre entr'ouverte, respirant l'air de la campagne, souriant seul dans sa voiture comme un enfant le soir de Noël. Il imaginait la scène. Sa mère qui ouvrirait la porte, qui dirait son prénom d'une voix surprise, qui pleurerait un peu parce qu'elle pleurait toujours quand elle était heureuse. Son père qui ferait semblant d'être stoïque, mais qui lui serrerait la main trop longtemps, comme il le faisait toujours quand les mots ne suffisaient pas. Mais quand Lucas arriva aux premières rues de Saint-Brieuc-les-Champs, quelque chose dans l'air avait changé. Il ne sut pas l'expliquer tout de suite. C'était une sensation, comme une légère déviation dans la réalité, comme si la ville qu'il avait gardée dans sa mémoire pendant 8 ans n'était pas tout à fait celle qu'il voyait maintenant devant lui. Il gara sa voiture sur la place principale. Le vieux café du centre était fermé. La boulangerie avait baissé son rideau. Un homme qu'il reconnut vaguement de loin, Gérard, un ancien voisin, traversa la rue en le regardant avec une expression qu'il ne sut pas déchiffrer immédiatement. Gérard s'arrêta. Puis il s'approcha lentement. Lucas baissa sa vitre. « Gérard, ça fait longtemps. » L'homme hocha la tête lentement. « Lucas, dit-il, t'es revenu. » C'était dit d'une façon bizarre. Pas comme une question, pas tout à fait comme une affirmation, plutôt comme un constat chargé d'une signification que Lucas ne comprenait pas encore. « Oui, » dit Lucas avec un sourire. « Je voulais faire la surprise à mes parents. Vous savez s'ils sont à la maison. » Le visage de Gérard changea imperceptiblement. Ses yeux se déplacèrent vers la gauche, vers la droite, comme s'il cherchait ses mots quelque part dans l'air autour de lui. Puis, il dit quelque chose que Lucas n'attendait pas. « Ton père et ta mère ne sont plus dans la maison, Lucas. » Lucas cessa de sourire. « Comment ça ?» Gérard pinça les lèvres. « C'est une longue histoire, dit-il. » Il hésita encore. « Tu devrais peut-être aller voir par toi-même. » Lucas sentit quelque chose se contracter dans sa poitrine. « Aller voir où ?»
Gérard lui indiqua une direction d'un geste vague, vers le vieux quartier est de la ville, celui qu'on appelait le quartier du marché, parce qu'il y avait un marché couvert les vendredis. Lucas remercia l'homme sans vraiment entendre ses propres mots et remit le moteur en marche. Il roulait lentement maintenant. Son sourire avait disparu. Dans sa tête, il essayait de construire une explication logique et rassurante. Peut-être que ses parents avaient déménagé. Peut-être que la maison était en rénovation. Peut-être que c'était une bonne surprise, en fait, un nouveau logement plus confortable. Il se raccrochait à ces hypothèses comme on se raccroche à une bouée. Ce fut une vieille femme qui balayait son trottoir qui l'arrêta. Madame Colette, qui avait toujours une blague et un biscuit pour lui quand il était enfant. Il descendit de sa voiture. Madame Colette. Bonjour. La vieille femme leva les yeux. Elle s'arrêta de balayer. Lucas, mon grand. Elle dit son prénom avec une douceur qui contenait quelque chose de triste. Je cherche mes parents, dit Lucas directement. On m'a dit qu'ils n'étaient plus dans la maison. Vous savez où ils sont? Madame Colette posa sa main sur son cœur. Elle sembla peser chacun de ses mots avant de les prononcer. Ton père et ta mère, dit-elle lentement, ils ont eu des problèmes. De gros problèmes. Lucas attendit. La vieille femme continua. Ils ont perdu la maison, Lucas. Il entendit ces mots, mais son cerveau refusa d'abord de les traiter correctement. Perdu la maison. Comme si ces trois mots, mis ensemble dans cet ordre, ne formaient pas une phrase qui avait un sens réel. « Perdu comment ?» dit-il. Madame Colette secoua la tête. « Va voir rue du Moulin, dit-elle, près des conteneurs du marché. » Et elle ajouta une phrase que Lucas n'oublierait jamais. « Quand tu les verras, tâche de rester calme, mon grand. » Lucas remonta dans sa voiture. Ses mains sur le volant tremblaient légèrement. Rue du Moulin. Il connaissait cette rue. C'était derrière le marché couvert, une ruelle étroite avec de vieux murs en pierre, des conteneurs à ordures alignés devant les entrepôts. Il n'y avait jamais eu grand-chose là-bas, rien qui ressemble à un endroit où des gens pourraient vivre. Il tourna au bout de la place, longea la vieille église, prit à droite. Et puis, il les vit. Il vit son père en premier. Henri Ferreira, 64 ans, l'homme qui avait construit des armoires et des charpentes pendant 40 ans, était penché au-dessus d'un conteneur à ordures vert. Il fouillait dedans avec des gestes lents et méthodiques. Sa veste était usée. Ses cheveux, que Lucas avait toujours connus soigneusement coiffés, étaient en désordre. À quelques mètres, Suzanne, sa mère, tenait un sac en plastique blanc et regardait à l'intérieur d'un autre conteneur. Elle portait des chaussures que Lucas ne lui avait jamais vues, trop grandes pour ses pieds, qui devaient appartenir à quelqu'un d'autre. Lucas arrêta sa voiture au milieu de la rue. Il ne coupa pas le moteur tout de suite. Il resta là à regarder, incapable de bouger, incapable de respirer normalement. Ce n'était pas la scène qu'il avait imaginée pendant tout le trajet. Ce n'était pas la scène qu'il avait imaginée pendant 8 ans. Ce fut sa mère qui l'entendit la première. Elle tourna la tête, et quand elle reconnut la voiture, quand elle reconnut son fils assis derrière le volant, elle laissa tomber le sac en plastique. Elle porta ses 2 mains à sa bouche. Son père se redressa lentement et tourna la tête à son tour. Lucas coupa le moteur. Il sortit de la voiture. Ses jambes portaient son poids, mais il ne les sentait presque pas. Il marcha vers eux. Sa mère s'avança vers lui en disant son prénom, mais d'une voix si petite qu'il l'entendit à peine. Il l'attrapa dans ses bras. Elle était plus légère que dans son souvenir. Beaucoup plus légère. « Papa !» dit-il en tendant la main vers son père. Henri Ferreira serra la main de son fils. Sa poigne était encore ferme, mais quelque chose dans ses yeux avait changé. Quelque chose s'était éteint ou replié. Lucas reconnut cette expression. C'était la honte. Son père qui n'avait jamais eu honte de rien de sa vie, qui avait toujours marché droit, qui avait toujours payé ses dettes, regardait son fils avec de la honte dans les yeux. Lucas sentit une brûlure monter dans sa gorge. Il se força à parler calmement. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Suzanne secoua la tête. « On t'expliquera à l'intérieur, dit-elle. À l'intérieur. » Lucas regarda autour de lui. Il n'y avait pas de maison ici, juste des murs en pierre, des conteneurs, la ruelle. « Où est-ce que vous habitez maintenant ?» dit-il. Henri tendit le bras vers une petite porte en bois à moitié cachée derrière un conteneur. Une porte qui donnait sur ce qui ressemblait à un ancien entrepôt de stockage du marché. Il vivait là. Dans un entrepôt désaffecté, avec des murs de béton,
des fenêtres si petites que la lumière entrait à peine, et pour tout mobilier 2 matelas posés à même le sol, une table pliante et 2 chaises en plastique. Lucas s'arrêta sur le seuil. Il regarda l'endroit pendant un long moment sans dire un mot. Puis il dit, d'une voix qu'il ne reconnut pas lui-même tellement elle était basse, « Depuis combien de temps vous vivez ici ?» Sa mère baissa les yeux. 4 mois. 4 mois. Pendant que Lucas signait des contrats dans des bureaux vitrés, pendant qu'il commandait des repas en salle de réunion, pendant que son compte en banque grossissait, ses parents vivaient dans un entrepôt et cherchèrent de la nourriture dans des conteneurs à ordures. Il s'assit sur l'une des chaises en plastique. Sa mère s'assit sur le bord d'un matelas. Son père resta debout contre le mur, les bras croisés, la tête légèrement baissée. Lucas prit une longue inspiration et il dit « Racontez-moi tout ». Ce fut sa mère qui parla. Henri ne parla presque pas au début. Il écoutait avec les yeux fixés sur le sol en béton pendant que Suzanne racontait. Et ce qu'elle raconta, Lucas l'écouta sans l'interrompre, en serrant les mâchoires de plus en plus fort au fur et à mesure que les mots s'enchaînaient. Tout avait commencé environ 18 mois plus tôt. Marc Ferreira, le frère aîné d'Henri, était revenu en ville après des années d'absence. Marc avait toujours été l'autre fils, le brillant, celui qui parlait bien, qui savait convaincre, qui avait une réponse à tout. Il avait fait des études de droit, avait travaillé dans plusieurs villes, avait toujours eu l'air de savoir exactement où il allait. Henri l'avait toujours admiré en silence, avec cette déférence un peu naïve que les frères plus simples ont parfois pour les frères plus éloquents. Marc était revenu avec une idée, un projet immobilier, disait-il, un investissement sûr, solide, qui allait rapporter. Il avait des papiers, des plans, des chiffres présentés dans des tableaux propres et convaincants. Il avait expliqué à Henri que la maison familiale, la maison que les parents de Lucas avaient occupée pendant 30 ans, pouvait servir de garantie pour un prêt qui financerait l'investissement, et que dans 18 mois, il récupérerait tout avec des intérêts. Henri ne comprenait pas tout. Il avait dit à Marc qu'il ne comprenait pas tout. Marc avait souri et avait dit que c'était normal, que c'était compliqué, que c'est pour ça qu'il était là, lui, pour s'occuper des détails. Henri avait fait confiance à son frère, il avait signé. Lucas ferma les yeux une seconde, il les rouvrit. Et ensuite, dit-il, Suzanne continua. Quelques mois après, les premières lettres de la banque étaient arrivées. Pas des lettres ordinaires, des lettres recommandées, des mises en demeure. Marc, joint au téléphone, avait dit de ne pas s'inquiéter, que c'était une procédure normale, qu'il gérait. Puis Marc avait arrêté de répondre au téléphone. Puis Marc avait arrêté de répondre aux messages. Et un matin, 3 huissiers s'étaient présentés à la maison avec un document officiel. La maison avait été saisie. Ce que Marc n'avait pas dit à son frère, c'est que l'investissement n'existait pas. Ou plutôt qu'il avait existé uniquement dans les papiers. L'argent du prêt avait disparu dans des comptes que personne ne retrouvait. Marc lui-même avait disparu. Et la banque, elle, avait simplement récupéré ce qu'on lui avait garanti. Henri et Suzanne avaient eu 48 heures pour quitter la maison. 48 heures pour prendre ce qu'ils pouvaient porter et trouver où aller. Les amis avaient aidé les premiers jours. Puis les semaines avaient passé. Et ils s'étaient retrouvés là, dans cet entrepôt, avec 2 matelas et 2 chaises. Lucas ne dit rien pendant un long moment après que sa mère eut fini. L'entrepôt était silencieux. Au dehors, on entendait vaguement le bruit de la rue, une voiture qui passait, des voix lointaines. Son père regardait toujours le sol. Sa mère avait les mains croisées sur les genoux. Henri releva la tête. « Il ne sait pas, dit-il. » Suzanne ajouta, en évitant le regard de son fils. « Il paraît qu'il est revenu en ville la semaine dernière. » Lucas hocha lentement la tête. Il y avait dans cet hochement quelque chose de décidé, quelque chose que ni son père ni sa mère ne comprirent tout de suite. Lucas se leva. Il regarda l'entrepôt encore une fois. Puis, il regarda ses parents. « Vous n'allez plus dormir ici ce soir, dit-il simplement. » Suzanne ouvrit la bouche pour protester, mais Lucas la regarda avec une douceur ferme. « Maman. » Il n'y a pas de discussion. Il les emmena dans un hôtel propre et chaud, le meilleur que Saint-Brieuc-les-Champs pouvait offrir, ce qui n'était pas extraordinaire, mais qui était infiniment mieux que l'entrepôt. Il paya d'avance pour 2 semaines. Il descendit au restaurant de l'hôtel avec eux et regarda ses parents manger un vrai repas chaud pour la première fois depuis des semaines,
à en juger par la façon dont sa mère fermait les yeux en portant la fourchette à sa bouche. Il ne dormit pas cette nuit-là. Il resta assis dans le fauteuil de sa chambre d'hôtel avec son téléphone posé sur la table devant lui, à réfléchir. Dans sa tête, les pièces s'assemblaient et se désassemblaient. Marc Ferreira, le frère de son père. L'homme qui avait souri et dit que c'était compliqué et qu'il gérait. L'homme qui avait disparu avec l'argent de la banque et la maison de ses parents. Le lendemain matin, Lucas se rendit chez maître Arnaud Duplessis, le notaire de la ville. Il avait réservé un rendez-vous par téléphone la veille. Maître Duplessis était un homme d'une soixantaine d'années, petit, soigneux, avec des lunettes cerclées d'or et une façon de parler qui donnait toujours l'impression qu'il pesait chaque mot sur une balance invisible. Lucas s'assit en face de lui et posa sur le bureau la copie des documents que sa mère lui avait donnés, ceux qu'elle avait réussi à garder quand ils avaient quitté la maison. Maître Duplessis les prit et les examina en silence, méthodiquement, pendant plusieurs minutes. Lucas attendit sans parler. Il pointa du doigt une ligne dans le contrat de garantie. Votre père a signé ce document sans avoir bénéficié d'un conseil juridique indépendant. Et là, il désigna une autre partie du texte. Les termes de la garantie sont rédigés de façon à peu près incompréhensible pour quelqu'un sans formation juridique. En droit français, cela peut constituer un vice de consentement. Lucas se pencha légèrement en avant. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Maître Duplessis retira ses lunettes et les posa sur les documents. Ça signifie que si votre père a signé sans comprendre réellement ce qu'il signait, et si on peut prouver qu'il a été induit en erreur volontairement, le contrat peut être contesté. Et si le contrat de garantie est contesté, la saisie qui en découle peut l'être aussi. Lucas sentit quelque chose se déplacer dans sa poitrine. Pas encore de l'espoir. Quelque chose d'antérieur à l'espoir. Une direction. « Est-ce qu'il y a une chance réelle ?» dit-il. Le notaire remit ses lunettes. « Il n'y a plus qu'une chance, dit-il. Il y a des précédents. » Et puis il ajouta quelque chose qui changea la nature de la conversation. « Il y a aussi quelque chose que je dois vous dire sur votre oncle Marc. » Lucas le regarda fixement. « Quoi donc ?» Maître Duplessis prit un autre document dans un tiroir. « Il y a 6 jours, Marc Ferreira a signé un compromis de vente pour la maison de vos parents. » Lucas resta immobile. Le notaire continua. « Il prétend en être le propriétaire de fait, par le biais d'une cession de créances avec la banque. Et il a trouvé un acheteur. La signature définitive est prévue dans 10 jours. 10 jours. » Lucas entendit ces 2 mots comme on entend une horloge qui tourne. Si la vente était finalisée, la maison changerait de main légalement. Même si le contrat de garantie était ensuite contesté, récupérer la maison d'un tiers acheteur de bonne foi deviendrait infiniment plus compliqué, long et incertain. « Est-ce qu'on peut bloquer ça ?» dit Lucas. Maître Duplessis hocha la tête lentement. « On peut demander en référé une suspension de la vente le temps que la procédure de contestation soit examinée. Mais il faudra agir vite. Et il faudra des preuves de la manœuvre frauduleuse. »« Des preuves, répéta Lucas. Il réfléchit une seconde. Et des témoins. Le notaire le regarda par-dessus ses lunettes. « Des témoins de quoi exactement ?» Lucas dit d'une voix calme. « Du fait que Marc a présenté cet investissement à mon père comme sans risque, qu'il l'a poussé à signer en minimisant la réalité du risque et qu'il savait ce qu'il faisait. » Maître Duplessis resta silencieux un moment. Puis il dit, prudemment, « Si vous aviez des témoins de ce genre, oui, ça changerait beaucoup de choses. » Lucas se leva et tendit la main. « Je vous rappelle demain matin, dit-il. » Il sortit de l'étude et resta quelques secondes sur le trottoir, les mains dans les poches, à regarder la rue. Il faisait froid. Le ciel était gris et bas. Dans sa tête, il construisait quelque chose, pas encore un plan complet, mais les premières lignes d'un plan. Marc Ferreira était revenu en ville. Il croyait avoir tout verrouillé. Il croyait que son frère était trop simple pour comprendre et trop seul pour se battre. Et il ne savait pas que son neveu était revenu. Lucas passa l'après-midi à marcher dans la ville, à parler aux gens. Il ne demanda pas grand-chose. Il écoutait surtout. Il apprit ainsi que Marc avait été vu plusieurs fois au café du centre, qu'il se comportait avec une assurance tranquille, qu'il parlait de ses affaires sans discrétion particulière. Il apprit aussi autre chose, quelque chose de plus intéressant. Marc avait un associé local, un certain Bertrand Loiseau,
un agent immobilier de la ville voisine qui avait facilité la transaction avec la banque. Et Bertrand Loiseau avait une secrétaire, Nathalie, qui avait travaillé pour lui depuis 7 ans et qui, selon la boulangère de la rue Sainte-Anne, n'était pas très contente en ce moment. Lucas trouva le prétexte d'acheter quelques viennoiseries pour s'arrêter à la boulangerie et prolonger la conversation. La boulangère, une femme sympathique d'une 50aine d'années, n'avait pas besoin d'être beaucoup encouragée. Nathalie avait parlé à quelques personnes. Elle avait vu des choses dans les dossiers de Bertrand Loiseau qui l'avaient mise mal à l'aise. Elle avait posé des questions. Son patron lui avait dit de se mêler de ce qui la regardait. Elle cherchait un autre emploi. Le lendemain matin, Lucas se rendit à l'agence immobilière de Bertrand Loiseau dans la ville voisine. Il ne cherchait pas Loiseau. Il cherchait Nathalie. Elle était à son bureau dans l'entrée, une femme d'une 40aine d'années, les cheveux bruns, l'air fatigué. Lucas lui dit simplement qu'il était le fils d'Henry Ferreira et qu'il cherchait à comprendre ce qui s'était passé. Nathalie le regarda longuement, puis elle dit qu'elle prenait sa pause dans 21 minutes et qu'il y avait un café en face. Ils s'assirent à une table du fond. Nathalie avait commandé un café qu'elle ne buvait pas. Lucas attendit qu'elle commence. Elle parla pendant 40 minutes. Elle avait vu les documents de l'opération dès le début. Elle avait vu les montages. Elle avait compris que l'investissement présenté à Henry Ferreira était fictif, construit uniquement pour extraire la garantie sur la maison. Elle avait vu les virements. Elle avait vu que l'argent de la banque avait été redirigé par Marc vers des comptes dont elle n'avait pas les détails, mais dont elle connaissait les numéros. Elle avait tout noté dans un carnet, un peu par réflexe professionnel, un peu parce qu'elle sentait depuis le début que ça finirait mal. Elle sortit de son sac un petit carnet à spirale noire. Elle le posa sur la table entre eux deux. Lucas le regarda sans le toucher. « Vous seriez prête à témoigner ?» dit-il. Nathalie prit son café et en but une gorgée. « Je cherche un autre emploi depuis 3 semaines, dit-elle. J'aurais dû parler plus tôt. Oui, je suis prête. » Lucas rentra à l'hôtel ce soir-là avec le carnet de Nathalie et une certitude qui s'était solidifiée dans sa poitrine au cours de la journée. Il appela Maître Duplessis et lui raconta tout. Le notaire écouta en silence. À la fin, il dit que c'était suffisant pour introduire le recours d'urgence et demander la suspension de la vente. Il dit aussi autre chose, d'une voix qui avait changé légèrement. « Lucas, avec ces éléments, on ne parle plus seulement d'un vice de consentement. On parle d'une escroquerie caractérisée. Ça change l'échelle de ce que votre oncle risque. » Lucas dit simplement « Faites ce qu'il faut faire, maître, et ajoutez quelque chose. » Le notaire attendit. Lucas dit « Je veux que Marc sache que c'est moi qui ai déclenché tout ça, et je veux qu'il le sache avant la signature. » Il y eut un silence. Maître Duplessis demanda pourquoi. Lucas répondit « Parce que je veux qu'il ait le temps de comprendre ce qui lui arrive avant que ça lui arrive. » La ville avait une tradition annuelle, le marché de la Saint-Martin, qui se tenait sur la grande place le premier week-end de novembre. Des dizaines de stands, de la musique, beaucoup de monde. Cette année encore, la place était pleine. Des familles, des enfants, des gens qui se saluaient d'un stand à l'autre avec cette familiarité propre aux petites villes où tout le monde se connaît depuis toujours. Marc Ferreira était là. Lucas le vit de loin, bien avant que Marc le voie. Son oncle était à l'entrée de la place, parlant avec 2 hommes que Lucas ne reconnut pas. Marc avait vieilli depuis la dernière fois que Lucas l'avait vu. Mais il avait toujours cette posture particulière, droite, légèrement arrogante, celle d'un homme qui croit occuper davantage d'espace que les autres. Lucas s'avança tranquillement dans la foule. Derrière lui, à quelques pas, Maître Duplessis marchait avec sa carpette noire sous le bras. Nathalie était là aussi, discrète, sur le côté, et ses parents étaient là. Sa mère tenait le bras de son père. Henri marchait lentement, mais il marchait droit. Ce fut Gérard qui vit Lucas en premier et qui dit quelque chose à son voisin. Et puis le murmure se propagea de proche en proche, comme ça arrive dans les endroits où tout le monde se connaît. Les têtes se tournèrent. Les conversations ralentirent. Marc vit Lucas arriver vers lui. Son expression changea très légèrement. Quelque chose qui ressemblait à de la surprise, rapidement contrôlée. Il esquissa un sourire. « Tiens, le neveu prodige, dit-il. J'avais entendu dire que tu avais réussi. » Lucas s'arrêta à 2 pas de lui. Sa voix était parfaitement calme. « Oncle Marc. »« Ça fait longtemps. » Marc croisa les bras avec décontraction. « Qu'est-ce qui t'amène » dit-il.
du ton de quelqu'un qui n'a pas grand-chose à craindre. Lucas dit « Je voudrais qu'on parle de la maison de mon père. » Marc laissa échapper une petite rire. Il jeta un coup d'œil autour de lui comme pour prendre à témoin les gens qui écoutaient. « Ah, c'est pour ça. » Il secoua la tête avec une expression faussement désolée. « Lucas, les affaires, c'est les affaires. Ton père a signé. »« Il a signé ?» dit Lucas. « Oui. » Marc leva les mains en signe d'évidence. « Alors voilà. » Lucas hocha la tête. « Dis-moi, est-ce qu'il a signé en sachant que l'investissement était fictif ?» Le sourire de Marc se figea très légèrement. « Qu'est-ce que tu veux dire par fictif ?» Lucas continua, toujours avec la même voix calme. « Est-ce qu'il a signé en sachant que l'argent du prêt allait directement dans des comptes liés à toi et à Bertrand Loiseau, sans jamais passer par un quelconque projet immobilier ?» Il y eut un silence. Autour d'eux, la foule avait ralenti. Les conversations proches s'étaient arrêtées. Marc regarda Lucas avec une expression qui commençait à durcir. « Tu avances des choses graves, dit-il. » Lucas dit « Je ne les avance pas, je les documente. » Maître Duplessis fit un pas en avant à ce moment-là. Il ouvrit sa carpette et en sortit plusieurs feuillets. Marc les regarda avec une attention soudaine et différente de celle qu'il avait eue jusqu'ici. Maître Duplessis parla avec la précision calme d'un homme qui a passé sa vie à lire des contrats. « Monsieur Ferreira, dit-il en s'adressant à Marc, j'ai déposé hier matin un recours en référé auprès du tribunal de grande instance pour demander la suspension de la vente prévue dans 8 jours. Ce recours est accompagné d'éléments qui permettent de qualifier l'opération originale d'escroquerie au sens de l'article 313.1 du Code pénal. » Marc ouvrit la bouche, puis il la referma. Maître Duplessis continua. « Nous avons un témoin direct des montages financiers. Nous avons des relevés bancaires qui tracent les flux. Et nous avons un document qui établit que les termes du contrat présenté à Henry Ferreira ont été délibérément rédigés pour être incompréhensibles. » Un murmure parcourut la foule. Marc dit, la voix moins assurée maintenant. « Ce sont des accusations sans fondement. » Ce fut à ce moment-là que Nathalie fit un pas en avant. Marc la vit. Quelque chose passa sur son visage, une fraction de seconde, quelque chose qui ressemblait à de la compréhension soudaine et amère. Nathalie dit, d'une voix ferme, « J'ai travaillé pour Bertrand Loiseau pendant 7 ans. J'ai vu les dossiers, j'ai vu les virements, et je suis prête à répéter devant un juge ce que j'ai vu. » Le silence sur cette partie de la place était maintenant complet. Les gens regardaient. Des visages que Lucas reconnaissait pour la plupart, des gens qui avaient connu son père et sa mère pendant des décennies. Des gens qui savaient ce qu'Henry Ferreira avait été dans cette ville, la façon dont il avait travaillé, la façon dont il avait tenu sa parole, toute sa vie. Marc essaya de récupérer. Il regarda autour de lui avec un sourire forcé. « C'est du spectacle, dit-il, une mise en scène. » Lucas dit alors quelque chose qui fit que plusieurs personnes, plus tard, dirent que c'est à ce moment-là qu'ils avaient compris que c'était fini pour Marc. Lucas dit, toujours avec la même voix calme, « Tu as attendu que je sois parti pour le faire. Tu as choisi ton moment. Tu as choisi ton frère parce que tu savais qu'il te faisait confiance et que cette confiance était ta meilleure arme. » Il marqua une pause. « C'est ce que je ne te pardonnerai pas. » Marc ne dit rien. Lucas se tourna légèrement vers la foule. Pas pour jouer, pas pour théâtraliser, simplement parce que les gens étaient là et que certaines choses méritent d'être dites à voix haute devant des témoins. « Mon père a travaillé dans cette ville pendant 40 ans, dit-il. Il a construit des maisons pour des familles d'ici. Il n'a jamais manqué à sa parole une seule fois, et quand quelqu'un à qui il faisait confiance lui a dit de signer, il a signé, parce que c'est le genre d'homme qu'il est. » Plusieurs personnes dans la foule hochèrent la tête. Lucas continua. « Je ne suis pas revenu pour faire un spectacle. Je suis revenu parce que mes parents cherchèrent de la nourriture dans des poubelles depuis 4 mois. » Il laissa ces mots s'installer dans le silence. Et parce que cette histoire ne peut pas finir comme ça, Marc fit une dernière tentative. Il regarda Maître Duplessis. « Un recours en référé, ça prend du temps. La vente sera finalisée avant. » Maître Duplessis dit tranquillement. « Le tribunal a accordé la suspension provisoire ce matin à 9 heures. La vente est bloquée. » Ce fut comme si quelqu'un avait retiré quelque chose de sous les pieds de Marc. Pas dramatiquement, pas avec éclat. Simplement cette façon qu'a la réalité de reprendre ses droits, doucement mais complètement. Marc regarda Lucas. Son regard avait changé.
La décontraction avait disparu. Ce qui restait était plus nu et moins élaboré. Lucas a dit une dernière chose. Le procès viendra, et ce que tu as fait viendra avec lui. Puis il se tourna vers ses parents. Henri Ferreira regardait son frère avec une expression que Lucas ne sut pas décrire exactement. Ce n'était pas de la colère. C'était quelque chose de plus vieux et de plus douloureux que la colère. C'était le regard d'un homme qui voit quelqu'un qu'il a aimé dans sa vérité réelle et qui ne sait pas encore tout à fait quoi faire de ce qu'il voit. Suzanne tenait le bras de son mari et regardait ses pieds. Lucas prit le bras de son père. « On rentre, dit-il. » Les jours qui suivirent furent remplis de démarches, de rendez-vous, de documents à signer et à déposer. Maître Duplessis était efficace et méthodique, et Lucas lui faisait confiance. La procédure de contestation du contrat original fut formellement lancée. Le parquet, informé des éléments transmis par le notaire, ouvrit une enquête préliminaire pour escroquerie. Bertrand Loiseau, confronté aux déclarations de Nathalie et aux relevés bancaires, décida rapidement de coopérer avec les enquêteurs plutôt que de porter seul le poids de la procédure. Marc Ferreira resta dans la ville les premiers jours, ce qui surprit tout le monde. Puis au 5e jour, il disparut. Il laissa derrière lui un appartement loué en meublé, quelques vêtements dans une armoire et une voiture garée devant. La police émit une notice de recherche. Lucas apprit la nouvelle sans grande surprise. Il y avait dans cette disparition quelque chose de prévisible. Le dernier réflexe d'un homme qui a toujours cru que fuir était une option. Ce qui était moins prévisible, c'est ce qui se passa 2 semaines après le marché de la Saint-Martin. La banque, face à la procédure en cours et aux éléments qui remettaient en cause la légitimité de la garantie originale, accepta d'entrer en médiation. Maître Duplessis représenta Henri et Suzanne lors de cette médiation. Lucas y assista, assis au fond de la pièce, silencieux, laissant le notaire faire son travail. À l'issue de la séance, la banque accepta de suspendre la saisie et de reconnaître que la procédure de garantie présentait des irrégularités substantielles. En échange d'un remboursement partiel et d'un accord sur un calendrier raisonnable, la maison serait restituée à Henri et Suzanne Ferreira. Lucas couvrit le remboursement sans hésiter. C'était une fraction de ce que son contrat lui avait rapporté. Maître Duplessis lui dit que c'était généreux. Lucas dit que non, que c'était logique, et qu'il n'y avait rien de généreux là-dedans, parce que l'argent qu'il dépensait n'avait d'autre usage que de réparer quelque chose qui n'aurait pas dû être cassé. Le matin où Henri et Suzanne rentrèrent chez eux, il faisait un froid sec et clair. Le soleil était bas et donnait une lumière dorée aux façades en pierre de la rue. Lucas était là, garé devant la maison, à les attendre. Il avait les clés dans la main. Il avait fait nettoyer la maison pendant la semaine, changer quelques vitres, réparer la gouttière qui fuyait depuis des années. Il n'avait pas tout refait. Il avait voulu que ce soit encore leur maison, pas une maison neuve qui ne leur ressemblait pas. Suzanne tint les clés longtemps dans sa paume avant de les utiliser. Elle les regarda comme si elle voulait s'assurer qu'elles étaient réelles. Puis, elle ouvrit la porte. Henri entra lentement. Il s'arrêta dans le couloir. Il posa une main sur le mur, juste une main posée là, à plat, sur le crépi qu'il avait lui-même appliqué 30 ans plus tôt. Il ne dit rien pendant un long moment. Puis il dit, d'une voix qui n'avait rien à voir avec la voix qu'il avait eue dans l'entrepôt, « C'est une bonne maison. » Lucas resta sur le seuil. Il les regarda entrer. Sa mère alla directement dans la cuisine et ouvrit les placards, peut-être juste pour voir qu'ils étaient là, que c'était vrai. Son père alla jusqu'au salon et s'assit dans son fauteuil, le même vieux fauteuil en velours bordeaux qui avait survécu à tout. Lucas entra à son tour. Il s'assit en face de son père. Ils restèrent silencieux un moment, tous les deux, dans ce silence particulier que partagent les gens qui n'ont pas besoin de tout dire. Henri regarda son fils. « Depuis le début, dit-il lentement, depuis le début je t'ai vu travailler, je t'ai vu partir, je t'ai vu ne jamais te plaindre. » Il s'arrêta. Il y avait une humidité dans ses yeux que Lucas faisait semblant de ne pas voir pour ne pas mettre son père dans l'embarras. Henri continua. « Je n'aurais pas dû signer sans t'appeler. » Lucas dit doucement. « Vous n'aviez pas à m'appeler pour ça, papa. Vous auriez dû pouvoir faire confiance à votre frère. » Henri hocha la tête. « Oui. » Puis il ajouta quelque chose qui ne ressemblait pas à ce qu'il disait d'habitude, parce que c'était un homme de peu de mots et encore moins de grands mots. Il dit « Je suis fier de toi. »
Lucas ne répondit pas immédiatement. Il regarda ses mains posées sur ses genoux, puis il releva la tête. « Moi aussi je suis fier de vous, dit-il, pour tout ce que vous avez construit, pour la façon dont vous avez vécu. » Il marqua une pause. « Ce qui s'est passé n'était pas votre faute. » Suzanne, qui était revenue de la cuisine et s'était assise sur le canapé, essuya rapidement le coin de ses yeux avec le dos de la main en faisant comme si ce n'était rien. Ils déjeunèrent tous les trois à la petite table de la cuisine avec de la nourriture simple que Lucas avait achetée le matin même, du pain, du fromage, du jambon, une tarte aux pommes de la boulangerie de la rue. Les gestes ordinaires d'un repas ordinaire dans une maison ordinaire. Mais ce jour-là, chacun de ces gestes avait un poids différent. L'après-midi, Lucas alla se promener seul dans la ville. Il marcha sans but précis, passant devant des endroits qu'il reconnaissait, la place, l'église, la vieille école où il avait appris à lire, l'atelier de menuiserie de son père qui était fermé depuis la saisie mais dont l'enseigne était encore là. Il s'arrêta devant l'enseigne un moment. Il y avait quelque chose qu'il voulait faire pour son père, quelque chose au-delà de la maison récupérée, quelque chose qui concernait ce que son père avait été avant que tout ça arrive. Il y pensa pendant sa promenade, et le soir, il en parla à son père. Il lui dit qu'il voulait financer la réouverture de l'atelier, pas pour lui imposer quoi que ce soit, pas pour le forcer à reprendre le travail s'il n'en avait pas envie, mais pour lui rendre la possibilité de choisir. Henri l'écouta sans l'interrompre. Quand Lucas eut fini, il y eut un silence. Puis Henri dit « Je vais y réfléchir ». Et à la façon dont il le dit, Lucas comprit que c'était oui. Les semaines qui suivirent furent plus calmes. L'enquête sur Marc et Bertrand Loiseau suivit son cours lentement, comme les enquêtes suivent toujours leur cours. Marc fut localisé dans une ville frontalière 2 semaines après sa disparition et ramené dans le cadre de la procédure. Lucas n'assista pas à cette partie, il n'avait plus rien à faire là. La justice faisait son travail et il lui faisait confiance pour le faire. Ce qui l'occupait davantage, c'était l'atelier. Il avait engagé un entrepreneur pour remettre les locaux en état, changer les outils vieillissants, repeindre les murs. Son père venait regarder les travaux tous les matins avec son café à la main et commentait les décisions techniques avec une autorité tranquille qui montrait que le savoir-faire était toujours là, intact, juste en attente. Nathalie, la secrétaire de Loiseau, trouva un nouveau poste dans un cabinet notarial de la ville. Lucas avait glissé un mot à Maître Duplessis, qui avait un associé qui cherchait quelqu'un de sérieux. Elle lui envoya un message pour le remercier. Il répondit que c'était elle qui méritait des remerciements et qu'il espérait que les choses allaient mieux pour elle. Un soir, environ 1 mois et demi après son retour, Lucas dîna seul avec son père dans la cuisine. Sa mère était allée voir une amie. Ils mangèrent une soupe que son père avait préparée lui-même, une vieille recette de sa mère à lui, avec des poireaux et des pommes de terre et un peu de crème. Ils parlèrent de choses simples, de l'atelier, du temps qu'il faisait, d'un voisin qui avait eu un accident de voiture mais s'en était sorti sans trop de mal. À un moment, son père dit « Est-ce que tu vas repartir ?» Lucas le regarda. Il n'avait pas encore décidé. Il avait son entreprise, ses clients, son appartement dans la grande ville. Tout ça l'attendait. Mais depuis son retour, il avait travaillé à distance sans que ça pose de vrais problèmes, et il s'était rendu compte de quelque chose. La grande ville ne lui manquait pas. Ce qu'il avait construit là-bas pouvait être géré de n'importe où. Il dit à son père « Je ne sais pas encore. Peut-être que je reste un peu. » Henri hocha la tête. Il remplit les bols de soupe une 2e fois. Ce fut tout ce qu'il dit. Mais c'était assez. La vérité, c'est que cette histoire n'a jamais vraiment été une histoire d'argent. Pas au fond. L'argent avait été l'outil, le moyen, la clé qui avait ouvert certaines portes. Mais ce que Lucas était venu chercher sur cette route, tôt le matin avec ses cadeaux sur la banquette arrière, ce n'était pas acheter quelque chose. C'était rentrer chez lui. Et ce qu'il avait trouvé en arrivant, cette image de ses parents courbés au-dessus de conteneurs dans une ruelle froide, cette image-là n'allait pas s'effacer de sitôt. Mais il avait appris quelque chose dans tout ça, quelque chose que les 8 ans de travail acharné dans les grandes villes ne lui avaient pas appris, ou pas de la même façon. Il avait appris que les gens qui méritent votre confiance ne vous demandent jamais de signer quelque chose que vous ne comprenez pas, et que les gens qui font ça, qui utilisent la confiance comme une arme, finissent toujours par rencontrer quelqu'un
qui ne les laisse pas s'en aller. Il avait aussi appris autre chose, une chose plus simple et plus difficile à la fois, que l'on peut construire beaucoup de choses dans la vie, des entreprises, des contrats, des réussites, mais que certaines choses ne se construisent pas. Elles existent déjà, elles ont toujours existé, dans une cuisine avec une soupe aux poireaux et une table en bois et un père qui remplit le bol une deuxième fois sans dire un mot, et qu'il ne faut pas attendre qu'on vous les enlève pour comprendre ce qu'elles valent.